Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dans Tels sont les faits saillants. Le chef de l'État a présidé aujourd'hui la 10e séance du Conseil des ministres où 5 questions étaient à l'ordre du jour. Et en France, Macron reçoit des soutiens de poids à gauche et à droite. Également dans cette édition, nous allons parler bien sûr des Olympiades des métiers qui a été lancée donc aujourd'hui par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Avec nous sur ce plateau pour nous en parler, le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au MENFOP, M. Abdelkader Hamad. Bonjour M. Abdelkader. Bonjour. Donc nous allons vous retrouver à la fin de cette édition. Merci. Merci donc à vous de nous rejoindre et nous débutons cette édition avec ce Conseil des ministres qui a eu lieu aujourd'hui, 10e séance qui s'est déroulée sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh où 5 questions ou 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. La première question abordée portait sur la signature d'une convention de financement entre la République de Djibouti et le Fonds international de développement agricole dont un volet stipule qu'un don de $300 000, soit 55 millions de nos francs, a été consenti par le FIDA lors de la signature de cet accord de prêt. Puis le Conseil des ministres a été informé de la signature par le chef de l'État d'un projet de décret autorisant M. Ahmed Hussein Hassan à exercer le métier d'avocat. M. Ahmed Hussein Hassan est titulaire d'une maîtrise en droit privé. Le Conseil a en outre avalisé l'octroi au ministère de l'économie et des finances un terrain où sera construit le centre de l'excellence pour l'entrepreneuriat. Ce lieu servira d'incubateur où toutes les idées susceptibles de favoriser la création d'entreprises seront développées. Écoutons les propos du porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 10e séance du Conseil des ministres en ce mardi 25 avril 2017. Était inscrit à l'ordre du jour un projet de loi, 3 projets de décret et un projet d'arrêté. La première question est relative à un projet de loi portant modification de la loi numéro 165/1/2016, 7e législature, portant ratification de l'accord de prêt concernant le programme de gestion des eaux et des sols. Cette modification est imposée par une omission de l'inscription du don de $300 000, soit 55 millions de francs Djibouti, et par conséquent une inadéquation de la date de la signature de la convention de financement entre la République de Djibouti et le Fonds international du développement agricole FIDA. Ce projet de loi met donc en conformité les dispositions de notre loi avec celles donc de cette convention. La deuxième question concerne un projet de décret portant l'exercice de la profession d'avocat. M. Ahmed Hussein Hassan, titulaire d'une maîtrise en droit privé, remplit les conditions exigées par la loi pour être agréé à l'exercice de la profession d'avocat. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation de terrain au ministère de l'économie pour la création d'un centre d'excellence et d'incubation de l'entrepreneuriat. Le gouvernement mène une politique d'implantation de projets pouvant accroître la part de la production industrielle dans notre PIB. Il s'agit pour notre économie, tournée largement vers le secteur des services, de pouvoir négocier un virage vers une industrialisation adéquate en rapport avec ses possibilités. Cet objectif d'industrialisation progressive est inscrit dans la stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi, SCAP, et il est attendu des partenaires techniques et financiers un soutien à la fois en matière d'assistance technique et de financement. Dans ce cadre, notre pays vient de bénéficier d'un don pour un projet d'incubateur pour des entreprises industrielles de la part du gouvernement de l'Inde. Également, bien sûr, lors de ce Conseil de ministres, plusieurs autres points étaient à l'ordre du jour, puis une série de nominations ont été décidées, qu'il s'agisse de la désignation de conseillers techniques ou de remplacement de postes. Ainsi, M. Mohamed Ahmed Farah a été nommé secrétaire général du département de la jeunesse et des sports en remplacement de M. Wahib Hamadou. Moussa Ali Ahmed a été nommé inspecteur général du même département et Hassan Roble Obsiye, inspecteur du Trésor
Trésor a été nommé nouveau directeur de la CNSS en remplacement de Mme Hana Farah Assoui. De nombreux conseillers techniques ont également été désignés, suivant la suite avec le porte-parole du gouvernement. La quatrième question est relative à un projet de décret portant nomination auprès du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport de M. Mohamed Ahmed Farah, est nommé donc secrétaire général par intérim du secrétariat d'État. M. Wahib Hamadou Mohamed est pour sa part nommé conseiller technique du secrétariat d'État. M. Wahib était ancien secrétaire général donc, de ce ministère. M. Moussa Ali Mohamed est nommé inspecteur général par intérim au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Mesdames Kaltoum Farah Saïd et Deqa Ali Idle sont nommés pour leur part conseillers techniques auprès du secrétaire d'État. Et M. Mahmoud Nour Djibril est lui aussi nommé conseiller technique du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. La sixième question est un projet de décret également portant nomination du nouveau directeur de la CNSS, M. Hassan Roble Opsié, inspecteur du Trésor et trésorier général adjoint, est nommé directeur de la CNSS en remplacement de Mme Hana Farah Assoui, qui, elle, est nommée conseillère technique du ministre du Travail. M. Hussein Abdullah Kayat, précédemment maire de la ville de Djibouti, est lui nommé conseiller technique du Premier ministre. M. Dabbar Addawe Ladiye est pour sa part nommé directeur général de la SIDH en remplacement de M. Omar Assoui Guedi, qui lui est nommé conseiller technique auprès du ministre chargé des investissements. En fin de séance, le ministre du Travail a fait une visite au siège de l'IUT, pardon, le ministre de la Communication a fait une visite de travail au siège de l'IUT entre le 31 mars et le 2 avril 2017 à Genève. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur a lui fait un compte-rendu de sa participation au Conseil, de sa participation en Tunisie, donc à la 34e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Le dit Conseil s'est tenu du 5 au 6 avril 2017. Le ministre du Travail, pour sa part, a fait un compte-rendu au Conseil de sa participation à une réunion auprès de l'OAT, dans le cadre de la 44e session de la conférence arabe du travail qui s'est tenue au Caire du 9 au 16 avril 2017. La ministre déléguée auprès du ministre de l'Habitat chargé donc du logement a, elle, fait un compte-rendu au Conseil de sa mission qu'elle a effectuée donc auprès de la Banque mondiale à Washington du 17 au 23 avril 2017. La secrétaire d'État chargée des affaires sociales a fait un compte-rendu au Conseil de sa mission en Tunisie du 19 au 21 avril 2017. Le ministre de l'Enseignement supérieur a, pour sa part, donc fait également un compte-rendu de sa mission à Washington et surtout ses entretiens avec de hauts responsables de la Banque mondiale. La dite mission s'est déroulée du 17 au 22 avril 2017. Le ministre de la Santé a pour sa part fait rapport au Conseil de sa participation, de sa visite de travail qu'il a effectuée en Azerbaïdjan du 17 au 15 mars 2017. Le ministre des Affaires étrangères a pour sa part fait rapport au Conseil de la visite du secrétaire d'État à la Défense, M. James Mattis, secrétaire d'État américain, qui s'est déroulée le 23 avril à Djibouti, ainsi que sa rencontre avec le chef de l'État. Le ministre des Affaires étrangères a également fait un compte-rendu de la visite officielle du président Paul Kagame, président de la République du Rwanda, visite officielle qui s'est déroulée du 18 au 19 avril 2017. L'Association nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a lancé ce matin à la Corniche la première édition des Olympiades des métiers qui, 2 jours durant, serviront à démonter les capacités et talents des jeunes apprentis des établissements professionnels. Ces derniers donc démontreront leur savoir-faire à travers la maîtrise des métiers qu'ils ont acquis et vont concourir entre eux pour démonter la finesse de leur travail. Le ministre de l'Éducation a ouvert ces Olympiades des métiers entourés de plusieurs de ses autres collègues, membres du gouvernement,
Tous ont salué cette initiative. Et le secrétaire général du département de l'éducation nationale, Abdallah Mohamed Mayoub, a coordonné l'organisation de cette première édition des Olympiades des métiers. Cette journée a vu la participation du directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, des responsables du MENFOP ainsi que des chefs d'établissement censés intégrer plus tard ces jeunes. L'objectif principal de cette initiative est de valoriser le travail des jeunes établissements professionnels qui maîtrisent un savoir-faire technique dans de nombreux secteurs tels que la construction de bâtiments ou le bétonnage, les carrelages et la plomberie, l'électricité et la mécanique auto, les soudures et la ferronnerie, les métiers de bois et d'autres. Sont ainsi exposés tous les métiers qu'apprennent des jeunes djiboutiens et qui ne sont plus censés rester dans des bureaux. La compétition nationale des métiers rassemble 9 établissements dans 10 différents métiers. Ils seront 90 jeunes à démontrer leur capacité. Cette initiative est une fenêtre ouverte sur les métiers appris et va permettre de stimuler les jeunes, leur faisant comprendre qu'un métier maîtrisé et acquis leur évitera de rester sans travail. Le secrétaire général a indiqué que cette compétition valorise les métiers techniques et s'insère parfaitement dans la vision du chef de l'État sur l'enseignement professionnel et technique. Une main-d'œuvre de qualité dans les différents domaines sera ainsi créée et boostée. Par la suite, le directeur général d'établissements techniques et professionnels, Abdelkader Hamad, a précisé pour sa part que les différentes équipes en lice s'affronteront dans 10 différents métiers et doivent démontrer quelle est la meilleure dans chaque catégorie. Ensuite, le chef d'entreprise du CIJ, Abdi Ismail, a expliqué que les métiers techniques seront le socle du développement du pays et permettront d'attirer les investisseurs à la recherche de savoir-faire et qualifications professionnelles. Enfin, le secrétaire général a procédé au lancement de la compétition dans les différents stands prévus à cet effet. Et suivons à présent ces quelques réactions des chefs d'établissement sur les chances de leurs poulains. L'Agence américaine de développement international, l'USAID, en partenariat avec EDC, Educational Development Center, est fière de prendre part activement à cette activité, raison pour laquelle l'USAID a accepté d'être sponsor. Et nous pensons que dorénavant, nous allons travailler en partenariat avec le ministère pour permettre à ces jeunes qui sortent des écoles de formation professionnelle de s'intégrer très rapidement dans la vie active. En fait, c'est une initiative qui a été saluée. Dorénavant, nous allons travailler en partenariat avec le ministère pour continuer les œuvres de promotion de l'employabilité des jeunes djiboutiens afin de leur permettre d'intégrer la vie active. Merci. Je vous remercie. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouverons la suite de cette édition juste après ça. Aujourd'hui, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane, a rencontré le comité d'organisation des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance nationale. Un comité conduit bien sûr par le chef de comité, Barir Rifri Abdelkader, ainsi accompagné de la directrice de l'OTPIC, Mme Mouloufa Ismail Abdo, qui ont tenu une importante réunion avec bien sûr la maire de la ville de Djibouti et ont discuté bien sûr des moyens d'apporter d'un changement lors de ces 40e anniversaire de l'indépendance nationale. Changement bien sûr qui en seront effectués tout aux abords sur les façades de la ville de Djibouti. Et cette réunion bien sûr a réuni la maire de la ville de Djibouti et qui a reçu des membres du comité national d'organisation afin de coordonner les activités des festivités du 40e anniversaire de l'accession de la République de Djibouti à la souveraineté nationale. Barir Rifri, secrétaire national, Ouloufa
Ismaël Abdo et Ruqia Ali du comité d'organisation ont présenté à la maire des activités sociales et culturelles prévues tout au long de cette année 2017. Par ailleurs, le maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, a assuré que tous les moyens de la mairie seront disponibles pour que l'embellissement de la ville puisse être accompli et que les communes et leurs habitants s'impliquent dans cette tâche. Toutes les parties se sont mis d'accord à ce que cet anniversaire particulier dans l'histoire de notre pays puisse constituer un moment de joie, de célébration et de sentiments patriotiques. Santé à présent, à l'instar des autres régions de l'intérieur, le ministère de la Santé organise cette fois-ci la caravane médicale et chirurgicale dans la région d'Arta. Ainsi, une délégation composée des hauts cadres du ministère de la Santé, une quarantaine de médecins spécialistes et des techniciens supérieurs spécialisés ont quitté la capitale vers la région d'Arta hier après-midi vers le coup de 16 heures. Et dès leur arrivée, la délégation a été accueillie par le préfet de la région, Abdellah Al-Oukiye, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roblé, ainsi que le médecin-chef de la région, Dr Hussein, au sein de l'hôtellerie d'Arta. Par ailleurs, cette commission médicale et chirurgicale a pour but de rapprocher le soin des spécialités à la population d'Arta ainsi que ses localités. Cette caravane médicale et chirurgicale se déroulera pendant 10 jours au sein de l'hôpital régional d'Arta. Notons bien que ces soins sont entièrement gratuits avec une offre de soins comprenant toutes les spécialités confondues ainsi que les activités préventives. Enfin, les médecins spécialistes avec les responsables de la région ont pu visiter l'hôpital régional d'Arta ainsi que pour que chaque médecin puisse s'assurer de la disponibilité des matériels et équipements pour mieux démarrer leur mission médicale. Cette mission, intitulée Caravane médico-chirurgicale, vise au renforcement de l'accès des soins de la population rurale dans l'ensemble des régions, notamment de cette région d'Arta. Et ces cinquantaines de médecins sont faire des consultations et des opérations au niveau de Arta. Ces caravanes médicales au niveau de Arta va couronner les caravanes médico-chirurgicales que nous avons commencé depuis maintenant plusieurs mois, donc depuis Ali Sabih, Dekhel, ensuite Obok, Tadjoura et enfin nous sommes cet après-midi à Arta. Et tous ces médecins vont rester une dizaine de jours ici à Arta pour consulter et pour opérer leur population, donc qui sont ici dans ces districts de Arta. Et nous invitons donc toute la population donc originaire de cette région, mais aussi ceux qui sont même de Djibouti, qui peuvent venir ici à Arta, venir bénéficier donc de cette consultation, mais aussi des opérations de qualité. Ceci, ça concourt en fait à la proximité que nous voulons donc faire rapprocher une médecine de qualité, les soins auprès de populations. Et après les régions Assadjog, Okar, Hayou et la ville blanche de Tadjoura, la caravane médico-chirurgicale a installé son bivouac à l'hôpital régional d'Arta pour débuter ses activités de consultation ce mardi et qui vont se poursuivre jusqu'au mercredi 3 mai prochain. Et dès la première journée, la mission médicale composée d'une trentaine de médecins ou d'une cinquantaine de médecins spécialistes et personnels de santé ont pu prodiguer des soins gratuits de qualité, toutes spécialités confondues, à plus de 945 patients artaouis, et ce grâce à un plateau technique performant tel que les différents appareils d'échographie et autres instruments biomédicaux que l'hôpital régional d'Arta a disposé. À cet effet, les soins offerts dans cette caravane médicale sont notamment l'ophtalmologie, la stomatologie, l'ORL, la pédiatrie, la pneumologie, la gynécologie, la chirurgie viscérale ou la médecine générale ainsi que la rhumatologie, cardiologie, urologie, gastro-entérologie, neurologie, bien sûr,
orthopédie, radiologie, pas moins d'une dizaine de spécialités en tout et de prestations de counseling et de prévention qui seront dispensées à la population durant leur séjour, tout en faisant des activités de dépistage sur les cancers et sur des tumeurs cervicaux ou utérins. Cette initiative de la caravane s'inscrit dans le cadre de la politique sanitaire basée sur la proximité et l'amélioration d'accès aux soins que mène le ministère de la Santé afin de prodiguer des prestations spécialisées de qualité aux populations rurales et ce sur l'ensemble du territoire national. Caravane toujours, mais cette fois-ci pour la téléphonie rurale. Après les régions du Nord, la caravane de la téléphonie rurale séjourne dans la région de l'Unité pour 2 jours. Elle a lancé des activités dans la région de Dikil. Plus de 500 téléphones ruraux à raison de 3 000 francs la pièce seront commercialisés dans le chef-lieu de Dikil et dans toutes les localités de la région. Des kits de rechargement sont aussi distribués aux bénéficiaires. La cérémonie de lancement de la caravane de Dikil a regroupé ce matin les représentants de la préfecture de Dikil, du conseil régional et le responsable de la caravane de la téléphonie rurale. Après le chef-lieu de Dikil, la caravane se rendra dans la localité ou dans les toutes petites localités pour proposer la téléphonie rurale à la population. La mise à disposition des téléphones ruraux va améliorer des conditions de vie de la population avec des communications qui pourront améliorer entre eux l'échange et le reste de la population djiboutienne. Lors de la cérémonie, le préfet de Dikil, Mohamed Cheikhou Hassan, et le président du conseil régional, Abdelrahman Younis, ont félicité les responsables de la caravane qui ont organisé cette caravane et qui va disponibiliser et améliorer à moindre coût, au moindre frais, le moyen de communication pour les populations des régions de l'intérieur, notamment de la région de l'Unité. Et après le lancement de la caravane de la téléphonie rurale dans la région de l'Unité, le responsable de la caravane est intervenu pour préciser l'objectif de cette mission. On l'écoute. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la caravane de la téléphonie rurale de Djibouti Telecom. En tant que responsable de cette équipe de la caravane, et après avoir parcouru les régions du Nord, à savoir Tadjoura et Obok, nous sommes ce matin arrivés à Dikil, dans la belle région de Dikil. Au nom de la direction générale de Djibouti Telecom et de sa direction commerciale, nous tenons à remercier Monsieur le préfet de la région de Dikil, Monsieur le président de la région de Dikil, du conseil régional de Dikil, pour leur accueil chaleureux. Pendant cette semaine, nous allons parcourir, comme M. le préfet a dit, toute la région de Dikil, toutes les sous-préfectures. Les téléphones rurales, cette année, la nouveauté, c'est le panneau solaire qui accompagne et qui a demandé un effort conséquent à la société Djibouti Telecom, mais ça répond aussi aux besoins des populations rurales qui souvent sont éloignées du réseau électrique, qui n'auront plus besoin de chercher des prises pour recharger le téléphone. Nous tenons donc à remercier la population de Dikil, le préfet, le président du conseil régional. La population est prête, la vote va commencer. Je vous remercie. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. En France, Macron reçoit des soutiens de poids à gauche et à droite. Sorti en tête du premier tour de la présidentielle en France, le centriste Emmanuel Macron engrange les soutiens. Malgré leurs divergences, les élus du parti de droite, les Républicains, dont le candidat François Fillon a été éliminé, se sont mis d'accord sur la consigne. L'abstention n'est pas une option selon eux. Il faut donc voter soit Macron, soit blanc. Je suis très heureux que notre famille politique ait été capable de s'accorder sur l'idée que l'objectif est de battre Marine Le Pen et pour cela il n'y a pas d'autre option pour nous que de décider d'appeler à voter pour Emmanuel Macron mais sans dire son nom pour respecter toutes les sensibilités, a déclaré Jean-François Copé, ancien dirigeant du parti. Après la déroute du candidat socialiste Benoît Hamon, le Parti socialiste se met en marche pour soutenir Emmanuel Macron. 4 millions de tracts ont été imprimés, plusieurs centaines de milliers d'affiches ont été imprimées et seront placardées partout en France, a détaillé le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis. À travers la France, des centaines d'opérations de porte-à-porte seront organisées par nos élus et les militants dans les semaines qui viennent parce qu'il est hors de question de laisser la France perdre son âme. Et quant au président en exercice, François Hollande, il a levé toute ambiguïté en annonçant dans une allocution télévisée qu'il votera pour Emmanuel Macron face au risque que Marine Le Pen fait peser, selon lui, sur l'avenir de la France.
Et enfin, l'Organisation mondiale de la santé va tester un vaccin antipaludique en Afrique, le Mosquirix, qui sera testé entre 2018 et 2020, n'empêche pas toute infection par le parasite Plasmodium, mais il permet de réduire le nombre d'épisodes paludiques. Le Kenya, le Ghana et le Malawi sont les 3 pays d'Afrique retenus par l'Organisation mondiale de la santé pour tester le vaccin antipaludique Mosquirix, annonce l'agence spécialisée de l'Organisation des Nations Unies hier lundi. L'OMS ambitionne également d'y vacciner au moins 360 000 enfants entre 2018 et 2020. L'Afrique est de très loin le continent le plus touché par le paludisme, comptant pour 92% des 429 000 personnes tuées dans le monde en 2015 par cette maladie transmise par des moustiques et également appelée malaria, selon des chiffres de l'OMS. Les enfants de moins de 5 ans représentent plus de 2/3 de ces décès. Mis au point par GlaxoSmithKline en partenariat avec l'ONG Pass Malaria Vaccine Initiative, ce vaccin qui est le plus avancé contre la malaria reste d'une efficacité limitée. Combiné avec des méthodes de diagnostic, traitement et mesures de prévention éprouvées, tels les moustiques imprégnés de répulsifs anti-moustiques, ce vaccin pourra sauver des dizaines de milliers de vies en Afrique, estime Mastizio Moeti, directrice Afrique pour l'OMS. Le projet pilote doit notamment permettre d'évaluer l'efficacité du vaccin dans le contexte d'un usage routinier, alors que les éventuels obstacles logistiques, selon Mme Moeti. Il s'agira notamment de sensibiliser les parents à un nouveau cycle de vaccination qui ne correspond pas au cycle traditionnel de vaccination des enfants. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis, mais restez avec nous. Dans quelques instants, nous retrouvons notre invité de cette édition. Il s'agit bien sûr du directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui va nous parler de l'Olympiade des métiers qui a été lancée aujourd'hui. À tout de suite. Merci de nous rejoindre pour ce focus. Avec nous, bien sûr, comme je le disais il y a quelques instants, M. Abdelkader Hamad, qui est directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au ministère de l'Éducation nationale. Bonjour, M. Abdelkader. Bonjour, monsieur. Donc, aujourd'hui a été lancée l'Olympiade des métiers par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec tous les acteurs, tous les cadres du ministère, ainsi que les partenaires qui, bien sûr, ont participé à la réalisation, à l'organisation de cette Olympiade. Alors, qu'est-ce que d'abord l'Olympiade des métiers? Merci déjà de m'avoir invité pour qu'on puisse nous donner l'occasion d'expliquer ce que c'est que les Olympiades. Les Olympiades, c'est à l'image des Jeux Olympiques internationaux, c'est une compétition entre les jeunes. Au lieu de représenter un sport, c'est plutôt une représentation des métiers. Donc les jeunes vont représenter plusieurs institutions dans différentes disciplines qui sont données. Alors, quelles sont ces disciplines et comment va se dérouler cet événement? Les disciplines sont nombreuses, on passe de la mécanique, automobile, donc que ce soit de l'électricité, de la plomberie, de la couture, de la mécanique, de la cuisine, etc. Donc les disciplines sont nombreuses. Aujourd'hui, seulement 10 disciplines ont été choisies pour cet événement. Donc l'événement national, c'est les Olympiades aujourd'hui. Ça représente 10 établissements, donc 5 établissements techniques de la capitale et 5 établissements techniques des régions. Donc à peu près 90 élèves qui ont concouru ce matin dans les Jeux. Donc c'est important de le souligner. Au total, 120 jeunes. C'est pas seulement aujourd'hui. Les Olympiades ont commencé début avril, depuis le 3 avril. C'était d'abord les interclasses. Il fallait d'abord sélectionner les jeunes. Donc c'était important aussi de le dire. Et aujourd'hui, le 25 avril, il y avait 90 jeunes qui représentaient, comme je le disais, 10 établissements techniques. C'est important également de le souligner que les professionnels étaient présents parce qu'ils sont membres du jury. Outre les conseils pédagogiques, les inspecteurs de l'enseignement technique, les professionnels étaient présents pour évaluer avec nous ces jeunes. Donc ces épreuves vont se dérouler pendant 2 journées et à la fin de la journée de demain, on va annoncer les résultats pour récompenser les meilleurs d'entre eux. Donc, si j'ai bien compris, tout à l'heure, dans l'édition que vous avez suivie avec nous, nous parlions bien sûr de ces Olympiades et nous décrivions les métiers qui seront bien sûr, dont les gens vont concourir durant cette Olympiade.
porter sur des métiers qui n'ont rien à voir avec le bureau, c'est-à-dire des métiers de travail. Je pense que ce sont des métiers qui nécessitent un travail manuel. C'est plutôt, oui, les métiers qu'on appelle l'industriel. Donc oui. C'est surtout ce côté où ça se passe dans les ateliers. Tout est technique, quoi. Tout est technique. Tout est technique. C'est très important de l'avoir souligné. Et comment vous avez préparé cet événement? Avec quel partenaire public et privé et pour quel objectif au général? Déjà, je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble des partenaires. Je ne vais pas citer des noms parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Toutes les entreprises étaient en majorité donc associées à cet événement. Le ministre de l'Éducation nationale, Son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a mis en place un comité d'organisation et plusieurs réunions avec les entreprises pour pouvoir, pendant un mois, organiser et préparer cet événement qui était très important pour nous. Donc, et pourquoi cet événement? Donc c'était une façon déjà de valoriser donc, les jeunes Djiboutiens et Djiboutiennes qui ont choisi l'enseignement technique comme formation. Donc c'est important de le dire. Et valoriser nos établissements techniques. Et c'est une occasion également de valoriser le capital humain. Comme vous le savez, le président a fait de sa priorité la valorisation du capital humain. C'est également pour nous ouvrir les portes aux professionnels, aux chefs d'établissement, pour qu'ils puissent assister avec nous, mais également voir les compétences et les savoir-faire de nos jeunes dans les établissements techniques, voir exactement ce qui se passe à l'intérieur des établissements. Ma dernière question va porter sur l'impact. Quel impact aura l'organisation de ces Olympiades des métiers sur l'adéquation emploi et formation? Les Olympiades, premièrement, il faut souligner que par rapport à cet impact dont vous parlez, équation emploi-travail, c'est surtout d'abord parler de la réforme. Le système de l'enseignement technique et la formation professionnelle a été complètement reformé avec l'aide des professionnels. Donc ça, c'est ça qui a plutôt marqué la réforme. Et on voulait que cette Olympiade soit une ouverture, une fenêtre sur ce qui se passe dans les établissements et montrer aux entreprises la capacité, les compétences et le savoir-faire de nos entreprises. Et donc espérer que les entreprises puissent recruter le maximum de nos jeunes. C'était un des objectifs importants. Alors ma dernière question, avant de nous quitter, qu'espérez-vous à l'issue de ces Olympiades? Qu'est-ce que vous souhaitez à ces jeunes et qu'aimeriez-vous qu'ils fassent vraiment, qu'ils profitent au maximum de ces Olympiades? Votre mot de fin. C'est important. Donc d'abord, avant de parler de ça, je voudrais inviter tous les chefs d'entreprise qui ne sont pas encore passés cet après-midi et demain, toute la journée demain, à venir visiter les stands dans lesquels se passe le concours, les différents stands et les différentes disciplines. Donc c'est important que tout le monde puisse voir ce savoir-faire de nos jeunes, il faut le dire. Donc je voudrais également les remercier l'ensemble des secteurs privés et publics pour leur soutien, pour l'organisation de cet événement qui est très important. Je voudrais également remercier le ministre de l'Éducation nationale qui a mis tous les moyens nécessaires, les dispositions nécessaires pour que la formation professionnelle ait l'essor qu'elle a aujourd'hui. Parce que vous le savez, c'était avant, l'enseignement technique, c'était la seconde chance. Aujourd'hui, c'est la voie d'excellence pour avoir un travail. Et grâce aux réformes qui ont été faites. Et nous, il ne faut pas oublier de remercier le président de la République qui a fait dans sa politique une priorité, la formation professionnelle et la valorisation du capital humain pour les jeunes. C'est vraiment très important de le souligner et nous le remercions parce que l'éducation nationale, c'est la priorité pour le président national, en particulier la formation professionnelle. Merci Monsieur le Directeur Général, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous avec la suite de nos programmes. Merci beaucoup.